Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. Salut, bonjour Louis Hamon. Bonjour. Un homme discipliné. Toujours, On a appris ça. 5h30 tous les matins, debout. Ah oui, tu fais quoi à cette heure-là? Ben, je prépare le show pour vous. OK. Ben oui. Mais ça, c'est vrai parce que Louis Hamon, quand j'arrive, moi, ces sujets sont déjà dans le document c'est vrai, Drive. là. On Ça, apprécie, ouais. on apprécie ça. Ça, c'est vrai. Discipliné. Et c'est parti. Est-ce que tu vas peut-être pouvoir aider le ministre Dominique Leblanc à s'entendre? Il est de retour à Washington. On parle toujours de l'ACUM. C'est le 19 août, la fameuse grande date. Là. Ouais. On parle de la discipline. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'aider parce qu'il ne reste pas grand temps. Non. C'est quoi aujourd'hui, le 5? La date limite est le 19, Dans 14 jours. Faute de quoi, Trump pourrait, on ne le sait pas encore, pourrait mettre à exécution sa fameuse menace. Nouvelle vague de tarifs qui pourrait, puis ça on le sait, qui pourrait vraiment beaucoup affecter notamment le Québec, la Colombie-Britannique, l'Ontario en particulier. Maintenant, tu l'as mentionné, Rémi, le ministre Leblanc est de retour à Washington avec la négociatrice en chef, Madame Charette. Deuxième fois en 2 semaines, donc on sent que les choses commencent à chauffer. Eux doivent rencontrer des représentants de grandes entreprises, notamment parce qu'on sait qu'il y a plusieurs grandes entreprises, grandes industries aux États-Unis qui veulent vraiment un règlement là, dans le différend commercial avec le Canada. C'est pas encore clair s'ils vont rencontrer leurs homologues, en revanche, là, M. Greer, M. Lutnick. On va voir. Ils doivent également rencontrer des sénateurs. On va voir ce que ça va donner. Chose certaine, en tout cas, il semble se dessiner une sortie de crise. Une sortie de crise qui ressemblerait à des quotas sur les exportations d'aluminium et d'acier canadien vers les États-Unis. La façon dont ça fonctionnait, puis ça avait été flotté l'an dernier à l'automne, là, avant qu'il y ait la fameuse crise avec la publicité de M. Ford qui avait mené à la suspension des négociations. On avait discuté justement d'un système où il pourrait y avoir un quota en deçà duquel les exportations canadiennes seraient soumises à un tarif préférentiel, peut-être 10-15 et au-delà duquel il y aurait des tarifs plus punitifs là, qui s'appliqueraient, qui ressembleraient probablement au tarif actuel de 50 Est-ce que ça serait appliqué à la masse totale, par exemple, d'aluminium, ou c'est chaque entreprise? Ça serait appliqué à chaque entreprise? Parce que je me mets à la place de l'entreprise qui exporte son aluminium quand le quota est dépassé. Tu te dis, hey, pourquoi c'est moi qui paye? Oui, ben, on le sait qu'il y a des tarifs sur l'industrie. Donc, si tu es un producteur d'aluminium, par exemple, t'exportes aux États-Unis, bon, ça c'est clair, mais je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier également, il y avait eu une modification, c'est peut-être un peu plus tôt cette année, sur l'application des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et là, c'était pas seulement sur l'acier et l'aluminium brut, c'était aussi dans les produits qui contenaient. Oui, c'est vrai. Alors, ça complique vraiment les choses. C'est vraiment un mot de tête pour les petites et moyennes entreprises. Quand tu es une grande entreprise là, d'aluminium, tu as des armées d'avocats, c'est relativement facile de te retrouver là-dedans. Quand tu es une PME qui a 3 employés, puis la secrétaire ou je ne sais pas, l'assistant est en vacances, ça devient très, 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 très compliqué. Alors, nous, le Canada, en tout cas, il y aurait cette idée-là qui serait négociée. Mais ça, c'est nos demandes à nous. Là. Les États-Unis ont également des demandes. Là. Ils ont des demandes relativement à la gestion de l'offre. Ils ont des demandes relativement au boycott des spiritueux. Ben oui, exactement. Et plus encore, hein, parce que, bon, on sait que ça, c'est les classiques des Américains, là, les irritants, mais on apprenait que pas plus tard que la semaine dernière, le représentant au commerce, M. Greer, a envoyé une lettre à M. Leblanc en énumérant toute une autre série de concessions que les États-Unis souhaiteraient voir le Canada faire avant qu'on puisse régler ce dossier-là. Alors, je laisse votre imagination voir un peu le truc. Là. En 14 jours, moi, je pense que ça va être difficile de s'entendre là-dessus. Mais bon, on va voir, à surveiller. Et on sait que, bon... Puis l'idée là-dedans, là, on va être clair, c'est que, bon, les gens vont dire, OK, acier, aluminium, c'est bien beau et tout ça, là, mais il y a encore des droits de douane sur l'automobile, il y a encore des droits de douane sur, entre autres, le bois d'œuvre et tout ça. Mais l'idée, c'est que si on peut régler ces deux questions-là, le clé, aluminium-acier, ça va peut-être ouvrir la porte à pouvoir régler les autres trucs plus rapidement.
Il faut voir. C'est ça, parce que ça menace, puis c'est énorme. Là. La menace est en fait énorme en termes d'annonce. Ça donnait cette impression-là, 50 parce que c'est quand même beaucoup, le droit de douane 50 sur toute une série. C'est sûr, quand tu regardes le pourcentage des produits visés sur l'ensemble des produits canadiens, ça reste petit, mais les entreprises concernées, ça pourrait les frapper directement. Donc, on verra le levier, où est-ce qu'on va aller avec ça aussi. Puis, juste mentionner, il y a eu quand même une contestation de la part d'États sur des droits de douane. Il y a 25 États aux États-Unis là, qui vont en cours puis qui contestent les droits de douane. Donc, on voit qu'il y a aussi, on peut être aussi un peu allié avec des gens du milieu des affaires aux États-Unis. Tu as des États aussi qui contestent les droits de douane. Donc, peut-être que ça pourra jouer en notre faveur, mais sur le plus long terme. Puis là, l'échéance est juste de 2 semaines. L'aluminium, c'est quand même assez particulier. C'est important que tu mentionnes ce point-là, Karima, parce que le lobby de l'acier aux États-Unis est beaucoup plus puissant que le lobby de l'aluminium. Pourquoi? Parce que les États-Unis n'ont pas beaucoup de capacité de production d'aluminium, donc ils dépendent vraiment du Canada et d'autres pays, tandis que l'acier, ils ont une capacité de production qui est quand même plus importante. Et encore une fois, le lobby de l'acier aux États-Unis, là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas photo avec le lobby de l'aluminium. Mais on avait appris que l'aluminium qui est produit par Alouette au Québec, ça équivaut à tout l'aluminium qui est produit aux États-Unis au grand complet. Donc, c'est pour dire à quel point l'aluminium, c'est pas trop leur truc. Là. Oui, puis l'autre truc, c'est que si les États-Unis continuent à avoir des tarifs de cet ordre-là sur l'aluminium, ben cherchez pas de midi à 14 heures. Là. Les autres marchés qui peuvent exporter de l'aluminium aux États-Unis, là, c'est la Chine et c'est des pays, la Turquie, la Chine, certains pays du Golfe et tout ça. Donc, c'est peut-être pas aussi fiable qu'un partenaire comme le Canada. Louis, est-ce que tu crois à la nouvelle que CNN a relayée hier soir, puis ils sont pas les seuls. Apparemment que 80% à peu près des intercepteurs de défense antimissiles, les systèmes de défense antimissiles américains ont été détruits. On sait, les Américains se sont impliqués dans plusieurs conflits en même temps. Là, les Ukrainiens se sont fait encore attaquer hier. Zelensky en demande, et là, on lui dit, mais on n'en a plus. Moi, j'y crois pas. C'est sûr qu'il y a des réserves quelque part. Là. Il y a des réserves quelque part, mais ça, tu sais, Rémi, c'est pas nouveau. On en avait parlé l'an dernier, parce que, le conflit en Ukraine, maintenant, là, s'étire depuis 4 ans. Les États-Unis ont fourni beaucoup de missiles, de munitions, de systèmes également aux Ukrainiens. Et déjà à l'époque, on se préoccupait du fait que les stocks commençaient à s'épuiser. Maintenant, avec le conflit en Iran, la situation est vraiment devenue critique. Moi, personnellement, j'y crois, même si je suis pas un expert en la matière, là, mais la situation est vraiment critique et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles M. Trump a fait marche arrière le week-end dernier de cette fameuse menace d'anéantir l'Iran là, dans les prochains jours si ça se réglait pas avec le détroit d'Ormuz. Ça explique aussi sans doute la raison pourquoi l'Iran joue l'horloge. Parce qu'eux ne sont pas fous non plus. Mais pourquoi c'est important? Tout ça, c'est important, Rémi et Karima, parce que, on le sait, là, les États-Unis sont une super puissance militaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est une des rares armées dans le monde qui peut se permettre d'intervenir sur plusieurs théâtres d'opérations simultanément. Okay? Alors là, évidemment, il y a l'Ukraine, ils sont moins impliqués. L'Iran, évidemment, c'est le gros morceau. Mais je vous donne un exemple. Si demain matin, les États-Unis étaient appelés à intervenir dans le détroit de Taïwan, par exemple, un conflit qui est toujours en dormance, là, mais on ne sait jamais quand ça va péter, là, cette affaire-là, je regrette, mais tu ne peux pas aller là puis régler ça avec des pistolets à l'eau. Là. Non. Ça ne marche pas de même. Tu as besoin de munitions. Alors, tu sais, l'autre raison aussi pour laquelle c'est vraiment important, c'est qu'il y a plusieurs pays du Golfe. On parle des Émirats arabes unis, du Qatar. Tous les pays du Golfe qui font la cible des missiles iraniens depuis le début du conflit, eux dépendent presque exclusivement que sur des systèmes de défense américains. Alors, eux aussi sont inquiets là, de voir justement les stocks s'épuiser aux États-Unis parce qu'ils dépendent là-dessus pour leur défense. Alors, bref, si vous vous demandez pourquoi Trump hésite peut-être à y aller à fond les ballons en Iran et pourquoi l'Iran semble jouer l'horloge, ceci explique peut-être cela. Complètement. En tout cas, oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie à tout le moins de l'équation. Puis tu as raison que on comprend un petit peu cette idée d'urgence de Donald Trump qui a le goût aussi de sortir peut-être au plus vite. Oui, non, c'est clair. Et ça explique aussi pourquoi les Européens, les Canadiens maintenant se tournent vers des solutions de rechange. C'est-à-dire que, parce que le Canada, là, il faut pas se le cacher, là, on importe et on dépend beaucoup de l'armement, des missiles, de toutes sortes des États-Unis. Alors là, on est en train de faire un pivot. Et puis les puissances européennes
européenne, le Canada, essaie de se dire, on va essayer de se développer un système où on va être autosuffisant, ou à moins le plus autosuffisant possible, pour pas justement être victime de situations comme ça. Merci, Louis-Armand. Si tu étais debout à 5h30, on va te souhaiter bonne nuit, j'imagine. C'est ça. Allez, bye. Salut.